Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. Mesure-t-on le risque à payer sans garantie de posséder? Mesure-t-on le nombre de successions bloquées, d'héritages ruinés par le régime de propriété parfois non immatriculé? Ajoutez à cela les successions internationales et les difficultés y afférentes. Il y a des étrangers qui ont des biens à l'étranger, des biens au Maroc. Quelle législation, quelles règles s'appliquent pour ces successions internationales? Nous en parlons ce matin avec vous, chers auditeurs, et avec notre invité, bien évidemment. On répond à vos questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts atlantiques. Bonjour à tous, chers auditeurs. Loin s'en faut, je n'ai évoqué que quelques cas de figure dans mes propos d'introduction qui peuvent être sujets à débat et même qui peuvent faire l'objet d'explications approfondies dans cette émission où nous avons le temps, puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi, je le disais, et nous sommes à votre disposition si vous voulez témoigner, partager des réflexions et surtout poser vos questions à notre invité, maître Jad Aboulachbel, notaire à Casablanca. Bonjour à toi. Bonjour Badr, bonjour à tes auditeurs. Alors, nous avions déjà eu l'occasion de faire une émission sur le sujet des successions internationales. Et bien évidemment, ce que j'ai retenu de plus marquant de cette émission, c'est qu'il y avait énormément de cas de figure où les personnes, in fine, au bout du bout, pouvaient se sentir ou être effectivement véritablement lésées parce qu'elles n'auraient pas prévu des situations que je crois et que j'imagine parfois on rechigne à envisager de son vivant. Or, je voudrais que tu nous expliques les cas que tu as eu à traiter, quelques exemples pour illustrer cet aspect-là, parce que je crois que tout au long de cette émission, on aura de cesse d'en évoquer et même, qui sait, d'en entendre de personnes qui en témoigneraient. Jad Aboulachbel. Oui, alors quand on parle de succession, c'est-à-dire le fait qu'un patrimoine soit transmis du fait d'un décès à ses héritiers, à ses ayants droit, à ses légataires, la question se pose effectivement de la faculté qu'ont d'éventuels héritiers d'être héritiers ou d'être écartés. Et en la matière, surtout lorsqu'il s'agit de successions complexes et de successions internationales, il peut y avoir des situations qui provoquent de véritables drames, notamment du fait de certaines dispositions législatives. Alors, nous avions déjà eu cet échange, Badr, et le premier point sur lequel j'avais insisté, c'est le fait que au Maroc, les successions étaient régies du fait du principe de la nationalité par la loi nationale du défunt. C'est-à-dire que pour nos éditeurs, dès lors qu'ils sont marocains et musulmans, leur succession sur le territoire marocain relèvera du droit musulman. Maintenant, pour les étrangers qui sont au Maroc, et là je ne parle que de la partie successorale qui relève du patrimoine localisé au Maroc. Oui. Et là, c'est la loi nationale du défunt s'il n'est pas musulman, c'est-à-dire s'il est français non converti, sont ses héritiers selon la loi française. Mais effectivement, le cas de figure, c'est l'hypothèse où l'étranger est de confession musulmane. Et en raison du privilège de religion, et je parle pour la partie marocaine de la succession, c'est l'islam qui va régler la succession et désigner les héritiers. Encore faut-il, et c'est ce facteur très important à méditer, qu'il y ait la même confession religieuse entre le défunt et ses héritiers. Parce qu'en vertu du droit de la famille marocain, il est impossible à un musulman, lorsqu'il décède, que son patrimoine soit transmis à des non-musulmans. Et l'inverse, sauf disposition testamentaire. Donc, en l'absence de disposition testamentaire, il se peut que un père ne transmette pas à ses enfants d'un premier lit. Il se peut qu'une mère ne transmette pas à ses enfants du fait que la confession religieuse ne soit pas la même. Et tout cela se prépare pour éviter des choses qu'on aurait voulu éviter si on en avait eu connaissance. Oui, en vertu du principe, un musulman n'hérite pas d'un non-musulman et inversement. Absolument. Donc ça, c'est en effet le principe qui s'applique. Après, effectivement, il y a d'autres cas de figure, pas plus tard que la semaine dernière, dans le cadre d'une émission qui n'était pas spécialement consacrée à ce sujet particulier, nous avons eu un témoignage. Je sais
j'allais dire, bon, on en parlait un peu tout à l'heure hors antenne, donc tu n'as pas nécessairement pris connaissance de cet exemple. Je l'expose très rapidement à l'antenne pour nos auditeurs, pour ceux qui nous auraient pas écouté, disons la semaine dernière. C'était une dame qui nous parlait d'une veuve qui était une amie à elle. Son mari est décédé et donc son mari est marocain, elle est étrangère. Et en effet, justement, à la mort de son mari, la famille du mari est venue pour occuper les lieux, la maison, parce que effectivement, elle nous disait qu'il n'avait jamais parlé de ça. C'était 40 ans de mariage, et en effet, en plus de la difficulté à affronter la situation, parfois la perte de quelqu'un qu'on chérit, et puis rajouter à cela les difficultés familiales. Et parfois, effectivement, ce choc qui peut exister lorsque l'on ne prend pas ces dispositions. Alors, quels sont les conseils que vous prodiguez à ceux qui en demandent lorsqu'ils viennent vous consulter pour éviter en amont ce type de situation pour qu'elle n'advienne pas? Alors, comme tu l'as précisé, le problème, c'est souvent le défaut d'information. Parce que si cette personne avait eu connaissance des risques en cas de décès de son mari au moment du veuvage, elle aurait peut-être, ou du moins son mari aurait pris des dispositions qui pouvaient garantir quelques droits à son épouse. Alors, en fait, il s'agit de prendre des mesures en amont. Mais pour prendre des mesures en amont, il faut connaître la situation qui résultera du décès. Oui. Donc déjà... Faut plus écouter les experts ou bien consulter, en l'occurrence... Et je sais que c'est parfois pas chose aisée en raison même des habitudes familiaux et même des fois, dans certaines familles, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de ces choses-là, tout simplement. Alors, sans prosélytisme aucun, je ne comprends pas pourquoi les étrangers qui résident au Maroc ne vont pas consulter en amont un notaire. Et je suis très sérieux. Parce que dès lors qu'ils auront consulté un notaire qui aura éveillé leur attention sur les difficultés de transmission de patrimoine en cas de mort, ils pourront éventuellement préparer leur succession. Alors dans l'hypothèse invoquée, je n'ai pas entendu cette émission, mais l'idée est la suivante, c'est-à-dire qu'il y avait manifestement un mariage mixte avec un mari marocain musulman. Il est tout à fait possible qu'un mariage soit régulièrement conclu entre un Marocain musulman et une étrangère qui n'est pas de confession musulmane, puisque l'impératif de conversion ne s'impose pas au Maroc, dès lors que l'épouse est convertie à une religion du livre, c'est-à-dire qu'elle soit juive ou chrétienne. Dans cette hypothèse-là, le mariage peut être validé dès lors qu'il a un caractère religieux, mais la confession ne s'impose pas. Cela a des incidences cependant en matière successorale, puisqu'en matière successorale, n'ayant pas la même confession religieuse, lorsque le mari vient à décéder, l'épouse ne peut pas hériter de lui. Cependant, rien n'interdisait au mari. Y compris lorsqu'il y a des dispositions testamentaires. Alors c'est ça. Il faut distinguer la dévolution légale, c'est-à-dire celle qui résulte de l'application de la loi compétente en cas de décès, de la dévolution testamentaire, c'est-à-dire le fait que le futur défunt, de son vivant, est établi dans un acte juridique unilatéral qu'on appelle le testament, qu'il a rédigé lui-même, et qu'il ait pris des dispositions qui produiront effet à sa mort. En tant que Marocain musulman, il a ce qu'on appelle une quotité disponible d'un tiers, c'est-à-dire qu'il peut léguer à qui il le souhaite, quelle que soit la confession de la personne qui est son ou sa légataire, dans un testament. Il aurait donc pu léguer son tiers à son épouse. Pour les deux autres tiers, il relevait mécaniquement du droit des successions musulmans et donc des autres membres de la famille. Mais elle se serait retrouvée dans une situation où elle aurait pu avoir un tiers. Maintenant, on peut très bien envisager des dons en amont, mais il faudrait voir au cas par cas. En fait, ces situations sont très compliquées. Elles nécessitent une prise de conscience des conséquences d'un décès sur le territoire marocain, mais éventuellement sur d'autres territoires dès lors que le patrimoine est localisé dans plusieurs États du monde. Oui. Et une fois que l'on a conscience des résultats en cas de décès, on peut prendre des mesures de correction. Je dis bien des mesures de correction dans le strict respect de la loi, soit par un testament qui produira effet après la mort, soit par des donations en amont. Mais tout cela doit être analysé de manière globale, de sorte que pour chaque État où vous avez des biens, et je répète, les logiques juridiques ne sont pas les mêmes selon les États, elles nécessitent une expertise diversifiée sur chaque État. Mais entre le Maroc et les pays européens, il y a des conventions qui sont signées. Alors, le problème, c'est que il faut distinguer plusieurs aspects. Si je peux me permettre, il y a l'aspect strictement juridique, c'est-à-dire que chaque État
a ses règles de désignation de la loi compétente pour désigner les héritiers. C'est l'aspect civil. Au Maroc, c'est la loi nationale, sauf conversion religieuse à l'islam, puisque la religion prime tout. Mais la nationalité et la religion n'impactent pas l'ordre successoral dans certains pays européens, puisque le règlement communautaire qui s'applique pour les pays communautaires, c'est qu'on applique à la succession la loi du domicile du défunt. Donc s'il est domicilié en France et qu'il est marocain, sauf s'il a opté pour la loi marocaine en vertu d'un testament pour sa succession en France, c'est la loi française qui s'appliquera à sa succession en France, avec des codes-parts qui seront différentes de celles qui seront les siennes si la succession avait lieu au Maroc. Mais ça nécessite un jeu subtil. Et il y a un deuxième aspect, l'aspect parfois le plus cruel, c'est que il y a un aspect fiscal. Certains États, comme le Maroc, ne taxent pas la succession. D'autres États taxent la succession. Et parfois, on est tenu de payer des impôts pour une succession au Maroc, alors qu'on est résident en France, mais que l'ensemble du patrimoine dont on hérite est au Maroc, parce que la législation française et son article 750 ter, qui est souvent l'objet de condamnation de nombreux auditeurs, impose que l'on paye un impôt sur la succession en France du fait que l'on est résident mais pour l'instant, depuis 6 ans. C'est une épée de Damoclès, ou plutôt encore une épée dans l'eau, puisque si j'ai bien compris, il n'y a pas encore cet échange absolu d'informations, et donc par nécessité, encore faut-il que les administrations fiscales prennent connaissance exactement du patrimoine de tel ou tel individu. Oui, et mais j'invite les étrangers, les Français par exemple du Maroc, à cogiter sur le fait suivant, c'est-à-dire que l'administration fiscale a fait condamner certains notaires en France qui n'avaient pas joué un rôle de conseil suffisant vis-à-vis des Français qui venaient à la succession parce qu'ils n'avaient pas déclaré le patrimoine marocain. Donc en fait, il y aura des moyens de pression toujours plus nombreux et un outil informatique qui va aboutir à une meilleure connaissance de la situation. Mais effectivement, l'idée, c'est que l'on doit déclarer. Point barre. Voilà. Donc le régime déclaratif, on sait toujours ce que c'est. Mais bon, on est loin d'épuiser ce cas de figure, parce que justement, ce couple-là dont je viens d'évoquer effectivement la situation, qui nous a un peu marqué la semaine dernière, c'était en effet avait aussi une fille résidente à l'étranger. Donc par nécessité, quels auraient été ses droits, avait-elle été... Bon. Est-ce que j'ai le temps de répondre avant la pause 30 info? secondes, Alors, rapidement. Sinon j'y répondrai plus tard. Il faut bien comprendre que chaque État où il y a un bien va appliquer sa règle. Au Maroc, le fait qu'elle n'ait pas la même confession religieuse fait qu'elle ne peut pas hériter. Alors, s'ils ont eu une fille ensemble, la fille est musulmane par le père, et donc elle devient l'héritière. Sa mère, non. Je répète que entre la mère et la fille, au Maroc, il n'y a pas de succession légale possible, il n'y a que une correction par disposition testamentaire. La mère, si elle a du patrimoine au Maroc, a tout intérêt à désigner sa fille comme légataire, parce que sa fille étant musulmane et elle non, elle ne peut pas hériter. Pour ce qui est d'un autre pays européen, ou s'ils ont du bien en France, c'est la loi du domicile, donc on va faire référence à la loi marocaine, puisque la personne était domiciliée, mais on peut la corriger si elle est contraire à l'ordre public, parce qu'on ne permet pas que des enfants soient hérités, soient écartés de la succession en fonction de considérations religieuses. Mais ça, c'est la définition de l'ordre public international français. Au Maroc, l'ordre public international est très ferme, au contraire, sur les questions religieuses. Bon, voilà, on n'aura pas besoin de correctifs. On va rendre l'antenne, disons, au bon moment, à 10h30, pour le flash d'actualité présenté par Karim Dronet dans quelques instants. Je me permets simplement de vous rappeler, chers auditeurs, que si vous voulez participer à cette émission, bon, il faut quand même se concentrer un tout petit peu pour suivre les différents cas de figure. Je sais que, en ce qui concerne les successions internationales, il y a cette difficulté, en effet, de prendre en considération et la nationalité, et la religion, et les parts des uns et des autres. Et effectivement, des fois, la difficulté se rajoute lorsqu'il y a en même temps plusieurs patrimoines dans plusieurs pays, et en même temps plusieurs lois différentes qui vont s'appliquer sur le patrimoine d'une seule et même personne, donc qui aurait à décéder et qui aurait énormément d'héritiers, parfois pas tous dans le même pays. On en reparlera, mais il peut y avoir même un morcellement successoral, c'est-à-dire la même succession de la même personne est régie par des lois différentes selon les États. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80.
Bader Saoudi. Spécial succession internationale, succession tout court, avec notre invité Jad Aboulachbal, maître Jad Aboulachbal, notaire à Casablanca. Je lisais, et même on continue à en parler hors antenne. Il y a effectivement le cas des étrangers au Maroc et le cas des Marocains résidant à l'étranger. Ils sont au nombre de 5 millions et ils ont aussi effectivement des choses à préparer parce que les patrimoines qu'ils ont ou qu'ils auraient ici au Maroc peuvent également, subir les conséquences de la mauvaise information et parfois du manque total d'informations en ce qui concerne ces questions-là. Jad Aboulachbal, alors on essaie tout simplement de faire œuvre utile et d'expliquer quelques cas de figure ici et là pour, attirer l'attention de ceux qui nous écoutent pour mieux préparer en effet ces questions successorales, d'autant surtout si effectivement on dispose d'un patrimoine important. Alors je voudrais qu'on continue avec des exemples parce que c'est plus parlant et ça nous permet du particulier de passer au général au fur et à mesure que cette émission avance. Je rappelle que nous restons jusqu'à midi avec vous et si vous avez des questions, vous pouvez, je le rappelle à nouveau très rapidement, nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80 ou sur la page Facebook des Experts Atlantiques en commentaire ou en message privé. Jad Aboulachbal, tu nous parlais d'un cas particulier, tu parlais même hors antenne et je te soumettais l'idée peut-être de partager cet exemple-là avec les auditeurs qui nous écoutent. Celui qui aurait un patrimoine conséquent ici au Maroc, le père qui aurait un patrimoine conséquent et qui aurait des enfants à l'étranger, certains pour faire leurs études ou continuer leurs études. Jad Aboulachbal. Oui, alors en fait, on peut parler d'une infinité de cas tant la matière est riche. Alors le cas que nous avions évoqué tous les deux, et en fait il faisait écho à ma référence à l'article 750 ter du Code général des impôts français, est le suivant, parce qu'il est souvent commenté par des auditeurs et il faut bien que les gens prennent conscience de la situation. Il y a une convention fiscale franco-marocaine. Mais il y a un article 750 ter du Code général des impôts qui s'applique en France. Que dit-il ? Il explique, dès lors, qu'une personne qui est un héritier et que cette personne réside en France depuis 6 ans sur les 10 dernières années, cet héritier d'un patrimoine qui est pourtant localisé au Maroc, et alors que le défunt est au Maroc, cet héritier doit faire une déclaration et s'acquitter de l'impôt sur la succession en France du fait de sa résidence alors qu'il n'est qu'un héritier. Et de ce fait, cela implique qu'il devra payer des impôts en France pour un patrimoine dont il a hérité alors que ce patrimoine est exclusivement localisé au Maroc. Donc c'est un paramétrage qu'il faut avoir en tête lorsque l'on vit en France. Oui. Parce que dès lors que l'on vit en France, on sait qu'on peut être tenu de payer un impôt universel sur la succession du fait de son statut de résident alors qu'on n'est qu'héritier. Oui, mais ici, effectivement, au niveau du testament, on décide et on spécifie qu'on voudrait que ce soit une succession selon la codification, les lois, la législation marocaine qui s'applique. Est-ce que malgré tout, le fisc à l'étranger pourrait également avoir un droit de regard sur la taxation de ce patrimoine en cas d'héritage? Alors, j'aimerais faire comprendre aux auditeurs que en matière successorale, il y a 2 aspects. Oui. L'aspect civil et l'aspect fiscal, qu'il faut dissocier. L'aspect civil, il est le suivant. Au Maroc, lorsqu'il y a un patrimoine localisé sur le territoire marocain, dès lors que le défunt est marocain musulman, la succession est régie par le droit musulman. Et donc l'enfant qui est en France et qui hérite de son père au Maroc va hériter dans le respect des parts du droit musulman. La moitié si c'est une fille, la totalité comparée à sa sœur si c'est un garçon. Maintenant, il faut distinguer cet aspect civil, c'est-à-dire qui hérite et dans quelle proportion, de l'aspect fiscal, qui lui est régi par cet article 750 ter en France, dès lors que l'héritier est résident en France selon les standards. Oui. Donc il y aura une succession qui porte sur un patrimoine marocain, mais qui sera fiscalement taxée en France du fait de statut de résident fiscal de l'héritier marocain en France. Et ça, c'est un paramétrage qu'il faut prendre en considération lorsque l'on sait qu'on a des descendants ou des héritiers potentiels
en France. Alors, je ne veux pas me fixer sur la France parce que c'est un article du Code français. Il faut comprendre, et là c'est plus une boîte à outils parce que je veux avertir les auditeurs, ils sont très nombreux à l'étranger, que chaque État a normalement une convention fiscale avec le Maroc. Mais que lorsque la convention fiscale n'est pas précise, ce sont les articles du Code des impôts de l'État qui vont régir la situation. Et il est bon aussi de savoir ce qu'il en sera du point de vue fiscal. Oui, évidemment, on peut pas écarter effectivement ce paramètre-là. Si ici, sous nos yeux, il y a quasiment pas de taxation, même pas du tout de taxation sur les successions, et qu'à l'étranger, cette taxation peut aller jusqu'à parfois 40%. 45% au-delà d'un certain montant. Au-dessus d'1 800 000 euros, qui n'est pas une succession anodine par personne. Oui. Mais c'est quand même différent de l'absence de fiscalité sur les successions au Maroc. C'est différent, oui. C'est une litote. Absolument, c'est une litote. C'est même un fabuleux euphémisme. Oui, voilà. Donc, effectivement, ces questions fiscales doivent être prises en considération. Simplement, je voudrais peut-être évoquer également d'autres cas de figure que celui qu'on vient d'entendre, parce que le paramètre fiscal compte. Après, je le disais par rapport, juste un complément d'information par rapport à ce point, est-ce qu'il y a une obligation, est-ce qu'on est plutôt assuré du fait que l'information va arriver, j'allais dire, à bon endroit? Est-ce que, parce que c'est un régime déclaratif, je le rappelle à nouveau, bien entendu. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Oui, mais les contribuables sont amenés, bien évidemment, doivent, c'est leur devoir de déclarer. Après, effectivement, chacun sait que... Je ne peux pas inciter sur cette radio qui accomplit une mission de service public, inciter à la fraude fiscale. Non, maintenant, je vous dis, effectivement, je confirme vos propos, c'est déclaratif. Maintenant, on peut imaginer que dans les années qui viennent, les services fiscaux étant de plus en plus outillés sur le plan de la numérisation, l'information va aller. Et j'ajoute que si vous avez des comptes au Maroc et que vous résidez en France, il faut aussi les déclarer. Et là aussi, vous êtes passible d'une sanction pénale si vous ne l'avez pas fait. Donc il y a vraiment aujourd'hui un instrument qui se met en place de nature à vous inciter à déclarer les choses. Et à cette radio, je ne peux que vous inciter à déclarer les choses. Vous en tirez les responsabilités que vous voulez si vous ne le faites pas. À cette radio, et j'imagine aussi dans le cadre de l'étude. Cela va de soi. Voilà. Alors, Jad Aboul Chebali, il y a plusieurs types de testaments. Il y a le testament authentique. Est-ce que il y a un type de testament particulier qui nous préserve davantage par rapport effectivement à la prise en considération parfois du paramètre de nationalité? Par exemple, lorsqu'on souhaite j'allais dire transmettre une partie de ses biens, par exemple d'un non-musulman à un musulman, est-ce que le caractère authentique du testament est obligatoire pour permettre ces transmissions en cas de succession ou de décès? Alors je cadre bien les choses pour que nos auditeurs comprennent, c'est une matière très compliquée et je les invite à aller voir leur notaire. Je suis très sérieux, ça leur évitera sans doute de très graves déconvenues. Alors premier point. Qu'est-ce qu'un testament? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte juridique unilatéral, c'est-à-dire qu'il émane d'une seule personne. Et il a vocation à produire effet au moment du décès. Donc il ne faut pas confondre le testament et la donation, puisque la donation consiste en un contrat qui appauvrit du vivant. Je mets de côté la donation, on pourra en parler, mais là vous m'interrogez sur le testament. Le testament émane du testateur et produit effet à sa mort, dans le respect de ce qui est autorisé par la loi applicable. Alors, au Maroc, il n'y a pas de formalisme impératif, c'est-à-dire qu'on peut faire un testament authentique, reçu par notaire. L'authenticité, c'est le fait de conférer date certaine et force probante au testament. Et en plus, d'être accompagné par un expert, à savoir le notaire, qui va vous dire si votre testament est compatible avec le droit applicable ou pas. Si vous faites un testament holographe, c'est-à-dire rédigé de votre main, vous pouvez le faire. Simplement, vous allez mentionner les légataires, vous allez mettre la date, le lieu, mais il se peut que vous fassiez un gros impair juridique. Et si vous faites un gros impair juridique, votre testament ne produira aucun effet et votre volonté ne sera pas respectée. La difficulté, c'est qu'on n'en prend pas toujours connaissance de ce testament qu'on a rédigé soi-même. Et puis, mais cher Badr, c'est pour ça que je le dis à chaque fois, allez voir un expert. L'idée, pour beaucoup de gens, c'est toujours d'économiser le coût d'une consultation. Mais le jour où ils se rendront compte qu'une consultation leur fait économiser une fortune, peut-être qu'ils viendront. Mais là, dans le cas d'espèce, il sera trop tard. Mais encore faut-il avoir des fortunes à transmettre, ce qui n'est pas non plus toujours le cas. Une consultation n'est pas très peu chère comparée quand même au patrimoine qu'on se transmet à ses descendants. Alors, par rapport au
testament, qu'il soit authentique ou qu'il soit holographe, c'est-à-dire qu'il soit fait directement par le testateur. Mais j'invite ceux qui établissent un testament holographe, je les invite à prendre conseil avec un expert avant de le rédiger. Et lorsqu'ils sont étrangers, à faire des formalités de publicité au fichier des dernières volontés de leurs États pour que, à leur décès, soit interrogé le fichier des dernières volontés pour savoir s'il existe. Parce que je le répète, si vous faites un testament et qu'il n'est pas publié au fichier des dernières volontés, on ne peut pas savoir qu'il existe. Et dans ces cas-là, le notaire ou les adultes chargés de la succession ne sauront pas qu'un testament a été pris et il ne pourra pas être pris en compte. Là, c'est un point. Alors maintenant, le testament, c'est l'arme ultime lorsqu'on veut favoriser la transmission pour cause de mort entre personnes de confessions différentes. Peu importe qu'il soit sous seing privé, qu'il soit holographe ou authentique, dès lors que vous désignez un légataire qui n'est pas de votre confession religieuse, il est recevable au Maroc. Dès lors que vous êtes un étranger, vous pouvez léguer l'intégralité de votre patrimoine à des personnes qui n'ont pas la même confession religieuse. Mais dès lors que vous êtes musulman, que vous soyez marocain ou étranger converti, votre faculté de léguer à une personne qui n'est pas de confession musulmane est limitée à 1/3. 1/3. Mais c'est mieux que rien. Donc, dans cette hypothèse-là, vous pouvez corriger les effets que vous jugeriez insatisfaisants en cas de transmission purement légal. Et je rappelle toujours que même effectivement ce cadre-là du tiers qui vient d'être évoqué, on peut aller au-delà du tiers dans certaines conditions. Pas le testament. Il faut bien distinguer les choses. Je vais avec être le très clair. consentement de tous les héritiers. Alors, en fait, l'idée est la suivante, c'est-à-dire que la règle à laquelle vous faites référence, elle est d'un autre ordre, mais je la précise. Normalement, votre tiers disponible ne peut être attribué qu'à une personne qui n'est pas votre héritier légal. Est-ce que je suis clair ? Oui. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un enfant qui n'est pas de votre confession religieuse et que vous êtes musulman, un enfant d'un premier lit, il n'est pas votre héritier légal au Maroc, mais vous pouvez le désigner comme légataire pour 1/3. Ça, c'est possible. Maintenant, dans l'hypothèse où le père a des filles musulmanes et souhaite léguer la totalité à ses filles par voie testamentaire, il ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas les désigner comme légataires, étant donné qu'elles sont ses héritières légales. Sauf, effectivement, s'il a le consentement des autres héritiers légaux qui peuvent le donner ou ne pas le donner. Mais je répète qu'il faut leur demander en amont, parce que si on ne le fait pas, ce testament ne produira pas effet. Et donc, ça, c'est la voie successorale testamentaire, c'est-à-dire au moment du décès. La donation peut être un élément de correction en amont, c'est-à-dire que vous faites des dons, mais le don est un contrat. Je dis bien un contrat conclu entre le donateur et le donataire qu'il ne faut pas confondre avec le testament qui a une autre philosophie, et le don produit effet au moment de la rencontre des volontés et lorsqu'il s'agit d'un bien immobilier, au moment de l'inscription de ce don qui ne peut revêtir, je le répète, que la forme authentique, c'est-à-dire notariée ou adulaire, parce que si vous vous amusez à donner un bien immobilier en passant par un avocat agréé près de la Cour de cassation, vous aurez une déconvenue épouvantable, c'est que cette donation n'est pas inscriptible. Donc, revenez vers les adouls ou vers les notaires pour les dons immobiliers à la conservation foncière. Voilà. Sinon, cette donation n'est pas valable. Donc il faut être très clair. Allez voir des experts. Allez voir des experts. Je pense que préparer sa succession, c'est quelque chose qui nécessite une mise en perspective. Oui. Et surtout les pays où vous avez du patrimoine pour éviter une catastrophe. Au moins s'informer lorsque on a tout simplement une maison ou peut-être un appartement ou une maison secondaire ou je ne sais, une résidence secondaire. Et après, effectivement... Même un studio, vous avez du patrimoine. Renseignez-vous. Oui. Vous n'avez pas besoin d'être Bill Gates pour aller voir un conseiller en patrimoine, je vous l'assure. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. Rappel du sujet avant de commencer et d'entamer cette deuxième heure d'émission, chers auditeurs, consacrée aux successions internationales, pour en parler et surtout pour répondre aux questions qui se posent. Celles que je pose d'abord et puis celles que vous pouvez également poser à notre invité du jour, Jad Aboulachbal, notaire à Casablanca. Alors Jad Aboulachbal, nous avions évoqué effectivement ce qui concerne les successions et les successions internationales, quelques cas de figure. Nous allons peut-être monter un peu en généralité et revenir parce que à d'autres aspects que nous n'avons pas nécessairement expliqués, notamment les mariages. Mais ce sera après qu'on ait donné la parole à ceux qui la réclament, notamment effectivement
Me signale-t-on une auditrice qui, elle, nous appelle de Rabat, c'est Madame Aïcha. Je vous dis bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bonjour Madame. Bonjour madame. Voilà. Je vous remercie d'avoir appelé. Je vous félicite pour votre émission qui nous éclaire. Merci bien, Voilà. ça nous fait plaisir. Alors, ma question est la suivante. Bon, j'ai bien écouté. Voilà, ayant 2 enfants en France, je me dis, que fait le Maroc dans cette situation? Est-ce que l'État bouge? Est-ce qu'il est conscient qu'on lui prend de l'argent gratuitement? Nous, on le ressent comme une grande injustice. Donc, et puis j'avais écouté cette émission, enfin, pas la même, mais je crois avant le Covid. Et il y avait votre invité, c'était un notaire, je ne me souviens pas du nom, qui disait qu'il y avait eu une réunion avec le fisc lors du congrès des notaires ou je ne sais quoi, et qui avait évoqué ce sujet. Maintenant, est-ce qu'il y aura des suites? Voilà ma question. Madame Aïcha, j'ai envie de vous dire, je pense que les meilleures dispositions qu'il faille prendre pendant que ces enfants sont à l'étranger, c'est de bien prendre soin de sa santé en attendant leur retour. Et j'espère que vous prenez bien soin de la vôtre, Madame Aïcha. Alors, Jade Aboulachbal, est-ce qu'il y a des négociations sur ces points de litige, notamment, qui concernent la fiscalité, ou est-ce qu'on considère que chaque État fait comme il le souhaite par rapport à la fiscalité? Si le Maroc réagit pour ça, parce que bon, quand même, c'est de l'argent marocain qu'on prend. Alors, chère madame, vous avez on bien... a travaillé toute notre vie ici, on a ce qu'on a ici, et ça fait mal, comme ça, du jour au lendemain, de le donner à un pays tiers. Alors qu'avec la Belgique, j'avais écouté votre émission qui disait que si le défunt décède, même s'il a la nationalité, qui décède sur le territoire marocain, c'est la loi marocaine qui prime. Alors, chère madame, je vous rappelle que je ne suis que notaire et que j'interviens en qualité de technicien. Donc, pour ce qui est de la convention franco-marocaine, effectivement, elle ne traite pas cette question tout simplement parce que le code des impôts français fait du zèle. Maintenant, est-ce que les pouvoirs publics marocains sont rentrés dans une logique de négociation qui permettrait aux législateurs français de modifier cet article? C'est une autre question. Mais ce n'est pas de ma compétence. Maintenant, il faut en tirer peut-être certaines conclusions. C'est-à-dire que, effectivement, lorsqu'on fiscalise énormément, on peut dissuader des personnes de résider sur son sol. Parce que si la personne ne réside pas sur le sol français, dans ces conditions, elle ne sera pas fiscalisée en France. Oui, résident. C'est absolument. Avoir le statut de résident fiscal. Ça, c'est encore aussi 6 ans sur les 10 dernières années. 6 ans sur les 10 dernières années. Voilà. Mais effectivement, c'est une donnée à prendre en considération. D'autant que la philosophie fiscale française et la philosophie fiscale marocaine ne sont pas les mêmes, puisque le français ou le fisc français ou l'administration fiscale française taxe dès lors que le bien est entré dans le patrimoine des héritiers, alors que la philosophie marocaine est de taxer dès lors qu'il y a une plus-value. Or, le fait qu'il y ait transmission du patrimoine au Maroc ne constitue pas une plus-value en soi. La plus-value sera constituée s'il y a une vente à un tiers et que cette vente devra être taxée. Donc vous avez 2 philosophies fiscales différentes qui peuvent appliquer une double conséquence, c'est-à-dire taxer en France puis taxer au Maroc au titre de la vente, ce qui est sacrément douloureux. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas de double taxation? En l'occurrence, c'est pas la même philosophie. Ce mot douloureux, effectivement, c'est ce qu'on ressent nous aussi. Bon, je sais pas qui vivra verra, mais madame, je veux pas polémiquer. Vous comprenez bien que ici, on est là pour informer les gens et éventuellement en tirer des conclusions. Non, mais après, je peux comprendre que vous soyez indigné. Le fait que vos enfants fassent de brillantes études en France, alors que certains ne font rien, ils vont être taxés en France. Donc, il faut peut-être se poser la question. Mais là, c'est plus une question que vous devriez poser au pouvoir public, et la convention fiscale franco-marocaine, elle, ne contredit pas cet article 750 ter. Oui, ça a indigné pas mal de notaires d'ailleurs. Enfin, ils ont relevé ce point pour attirer l'attention assez souvent. C'est ce que j'avais entendu sur Radio Atlantique. C'est pour ça que j'avais posé la question suivante. Est-ce qu'il y a eu des suites, du nouveau? Est-ce que ça bouge un peu? Alors ça, moi, ma propension à l'indignation est assez réduite, mais je suis obligé d'informer les auditeurs,
puisqu'ils peuvent en tirer des conclusions sur le long terme. Oui, et puis surtout avoir l'information sur le statut de résident fiscal. C'est résider sur les 10 dernières années, 6 ans sur le territoire. Oui, parce que j'insiste toujours sur cet aspect. Oui. Vous pouvez très bien avoir application de la loi marocaine à la succession, c'est-à-dire que ceux qui résident en France seront traités selon le droit musulman pour leur quote-part du patrimoine marocain. La fille aura la moitié de son frère. Simplement, du point de vue fiscal, l'administration fiscale française ne la ratera pas dès lors qu'elle fera sa déclaration. Oui, ça, je l'ai bien compris, voilà. Voilà, sur ces mots peu amènes pour l'administration fiscale étrangère, nous poursuivons notre émission. Oui, mais je t'assure, mon cher Jad Aboulechbal, que parfois, même les invités ne sont pas tendres par rapport à toutes les administrations, parce que c'est toujours douloureux, en l'occurrence pour les individus, que d'imaginer qu'ils vont céder une part de ce qu'ils ont parce qu'il y a une durement acquis. philosophie marocaine musulmane hostile à l'impôt sur les successions du seul fait de la religion. Mais vous avez d'autres États, vous avez d'autres États qui n'ont pas du tout la même philosophie. Le problème, c'est lorsque vous avez une personne qui réside à l'étranger, enfin en l'occurrence en France, et qui n'a aucun patrimoine dont elle hérite en France et qui est malgré tout fiscalisée en France, alors qu'elle va demander une autorisation à l'Office d'échange pour pouvoir payer en devises et donc demander au Maroc de financer l'administration fiscale française. Et il y a aussi des Belgeo-Marocains et même des Marocains résidant un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Espagne, dans d'autres pays, maintenant même du Golfe, et donc par nécessité, ces questions également se posent de leur point de vue. Le cas de la Belgique a été évoqué. Est-ce que, si j'ai bien compris aussi, j'ai bien été attentif lorsque effectivement nous avions un notaire belge pour nous expliquer un peu la situation dans son pays, j'ai bien compris que le fisc belge également avait un droit de regard. Alors en fait, il faut bien que vous compreniez que les matières que vous traitez ont un caractère international. C'est-à-dire que vous pouvez décliner la question pour chaque État du monde. Oui. Et là, vous avez en face de vous un notaire marocain. Alors il s'avère que j'ai exercé aussi en France, donc j'ai une petite expérience du droit de la famille et du droit successoral français. Mais l'idée, elle est toujours la même. Dès lors que vous avez un patrimoine à cheval sur 2 États, ou que vous avez des personnes qui sont localisées dans 2 États, il faut toujours, dans un premier temps, pour l'aspect juridique, vous poser la question du droit applicable. Je dis bien l'aspect juridique pour voir quelle loi désigne les héritiers. Et dans un deuxième point, se poser la question du droit fiscal applicable. Alors, parfois, c'est déterminé par la convention fiscale qui lie cet État tiers avec le Maroc. Parfois, si la convention est pauvre, ce sont des articles du Code général des impôts du pays déterminé. Mais effectivement, dès lors que la convention n'est pas explicite et qu'elle n'a pas balayé tout cela, il faut bien comprendre que chaque État est maître chez lui. Et donc, cela a des incidences qui peuvent même déterminer un lieu de domiciliation. Ça paraphrase une citation célèbre en ce qui concerne cet aspect-là. Mais je ne vais pas y faire référence. Bien entendu, Jad Aboulechbal. Nous ne venons pas de droit international public ni de culture de la souveraineté de l'État. Non. Mais il y a un peu de ça en matière fiscale. Oui, bien entendu. Et effectivement, on peut bien comprendre que sur son territoire, les législations puissent être différentes et que chacun, effectivement, essaie de défendre ses propres principes. Et ça, c'est tout à fait normal. Après, j'ai évoqué le cas de la Belgique parce que nous avions reçu une question de 2 frères dont le troisième réside, j'allais dire en Belgique, et effectivement le troisième des frères est décédé et les deux voudraient savoir si, en vertu de la loi musulmane, ils ont le droit d'hériter de leurs frères, y compris en ce qui concerne les biens qu'ils possèdent en Belgique. Alors je vais là encore répondre de manière pratique et générale à cette question parce que c'est une question qui se pose et qui se décline dans tous les États du monde. Vous avez bien compris que... Ah, j'ai bien compris. Il a la double nationalité, bien entendu, oui. Alors, belge et marocaine. Alors, il faut comprendre, et je suis désolé parce que c'est une matière un peu compliquée et parfois difficile à suivre pour nos auditeurs. Premièrement, lorsqu'un bien est localisé au Maroc, le Maroc détermine le droit applicable selon ses critères, à savoir la nationalité ou la religion. Oui. En Belgique, qui est un pays de l'Union européenne et qui est soumis au règlement communautaire de la même manière que la France, le critère de détermination des héritiers, c'est-à-dire le critère applicable à la succession dans son caractère civil et non pas fiscal, c'est la loi du domicile du défunt. Si le défunt était domicilié en Belgique, on applique le droit belge. Et je crois,
même si je ne suis pas le meilleur spécialiste du monde en matière successorale belge, qu'il n'y a pas d'inégalité garçon-fille. En revanche, si le défunt a des biens en Belgique, mais qu'il était domicilié au Maroc, sauf s'il a opté en raison du professio juris, c'est-à-dire dans un testament pour la loi belge en tant que national belge, la succession sera régie conformément à la loi de son domicile s'il est domicilié au Maroc, même pour les biens en Belgique. Donc là encore, il faut voir les différents paramétrages. Une fois qu'on aura déterminé le droit applicable, si c'est le droit musulman, les garçons seront traités conformément au droit musulman. Mais en ce qui concerne le patrimoine qu'il a au Maroc, éventuellement, en ce qui concerne le patrimoine qu'il a au Maroc, il ne peut pas décider d'en disposer. Vous avez raison. Selon effectivement le professeur juriste. Alors voilà, en fait, selon le testament qui voudrait éventuellement qu'il applique les dispositions de la loi belge en ce qui concerne les successions ou disons la répartition du patrimoine après décès. Alors, je vais vous répondre de manière catégorique. Belge, ouais. Le règlement communautaire auquel je fais référence n'a vocation à s'appliquer que pour l'aspect européen de la succession. Le Maroc n'est pas, à ma connaissance, un État de l'Union européenne. De ce fait, il a sa propre règle de conflit. Il ne tient pas compte de la domiciliation. Le Maroc se fiche de la domiciliation pour déterminer le droit applicable à une succession. Je ne parle pas de l'aspect fiscal, je parle de l'aspect civil. En vertu de son daïr sur la condition civile des Français et des étrangers au Maroc, le Maroc est très clair. Si vous êtes un étranger, on vous applique votre loi nationale, sauf si vous êtes musulman. Et j'ajoute que si vous êtes un binational et que l'une de vos deux nationalités, la nationalité marocaine, on oublie la loi étrangère. Parce que, du point de vue marocain, seule la nationalité marocaine compte. Et cela aura aussi son importance si un jour vous voulez sortir des fonds, parce que vous ne serez pas traité comme un étranger qui peut faire sortir des devises. Vous serez traité comme un Marocain, même si vous avez une deuxième nationalité. Alors, pour l'aspect marocain, il n'y a pas de possibilité d'opter par un professio juris pour une législation étrangère. Vous êtes belge, la loi belge. Vous êtes musulman, peu importe votre nationalité, le droit musulman. Pas d'option. Est-ce que c'est bien clair ? Ça, c'est l'aspect marocain. Mais c'est la dimension des successions internationales. C'est qu'il peut y avoir une partie du patrimoine qui ne soit pas sur le territoire marocain. Et en l'occurrence, les deux frères qui se posent la question de savoir s'ils peuvent hériter des biens que possède leur troisième frère à l'étranger. La réponse est oui, si ce sont ses héritiers. Et il faudra voir quelle est la loi applicable. Parce que si ce troisième frère a des enfants et que le droit belge, lui, ne donne pas des droits préférentiels aux frères et sœurs en présence de filles, on appliquera le droit belge. Donc la question qui va se poser est la question de la domiciliation et éventuellement, si le résultat aboutit à l'application du droit musulman pour une succession localisée en Belgique, éventuellement de l'ordre public international belge qui peut faire échec à l'application d'un droit qui jugerait contraire à ses valeurs. Mais ça, c'est des éléments d'équation innombrables. Donc il faut vraiment avoir une idée claire de l'ensemble de l'opération. C'était Si Ahmed qui nous avait posé cette question. J'espère avoir répondu tout en sachant que j'ai parfaitement conscience que les réponses sont encore plus compliquées parfois que les questions. Oui, j'entends bien. Dernier aspect, il y a un aspect fiscal, c'est-à-dire sur le patrimoine qu'il aurait en Belgique et qui serait éventuellement transmis aux héritiers, notamment ses frères ici au Maroc. Est-ce que la taxation, est-ce que le fisc belge y prend sa part ? Alors là encore, je ne prétends pas à l'expertise en matière fiscale en Belgique. Je vous dirais simplement qu'il est un principe de droit hors convention internationale qui est que l'on est fiscalisé sur les biens localisés sur le territoire. Oui. Maintenant, la France fait exception à ce principe puisqu'elle va au-delà. Donc il faut voir le contenu de la convention marocaine et éventuellement le contenu des dispositions du Code général des impôts belge. Mais je crois que vous avez eu les réponses à ces questions génériques dans le cadre. Oui, je peux renvoyer effectivement. Je peux renvoyer tout simplement effectivement à d'autres émissions dans les podcasts, même si je sais bien évidemment que le site est en refonte. Mais ça m'invite juste à faire comprendre à nos auditeurs que dans le cadre successoral, il y a un problème juridique et un problème fiscal. Et lorsqu'il y a plusieurs États, il y a interrogation sur chaque droit applicable dans chaque État. Si vous avez un patrimoine, vous devez interroger le notaire de chaque pays et le fiscaliste qui va avec s'il y a des potentialités d'imposition lourdes. Donc c'est très important d'avoir une vision globale parce que dans certains pays, certains héritiers ne seront pas héritiers alors que dans d'autres ils le seront. Sur le plan fiscal, il faut adopter une stratégie. Et dans certains cas, ça peut inviter à une réflexion sur le maintien. Je pose
la question cruellement sur le maintien dans un territoire déterminé. Parce que si le couperet fiscal est si lourd, vous pouvez envisager un départ. Oui, selon le fameux principe, bon, hautement contestable, j'entends bien, qui dit tout simplement que s'il y a des paradis fiscaux, il y a des enfers fiscaux. Ça, j'ai entendu, ça m'a fait sourire. Mais bon, en effet, ça, c'est un motif parfois disons, d'envisager d'autres cieux. Mais c'est très rapidement, Jad Boulachbal, toujours par rapport à ce cas de figure, j'évoquais la question fiscale, restent les démarches à entamer. C'est-à-dire, on ne sait pas toujours quel est le patrimoine lorsqu'on est héritier, le patrimoine qui nous revient, ni même le patrimoine de la personne qui vient à décéder. Est-ce qu'elle a des appartements? Est-ce qu'elle n'en a pas? Est-ce qu'elle a un compte bancaire? Est-ce qu'elle en a 2? Est-ce qu'elle en a 3? Est-ce qu'elle a d'autres biens dans d'autres pays? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut faire des démarches particulières dans ce point de vue? Le défunt, surtout s'il s'agit d'une succession internationale. Lorsque le défunt s'est montré cachotier, ça nécessitera une enquête. Alors vous avez plusieurs paramétrages. Déjà, il faut comprendre que dans chaque État, il faudra régler la succession. Et là, on y reviendra peut-être après la pause parce que je vois que le temps presse. Oui. Mais nous reviendrons sur qui est compétent pour établir l'acte de succession. Par exemple, au Maroc, ce sont les adultes pour les musulmans ou les étrangers musulmans. En revanche, c'est le notaire pour les étrangers qui ne sont pas de confession musulmane. Mais vous comprenez bien qu'en Europe, l'adoul, ça n'existe pas. Donc, dans l'esprit des étrangers, ils n'ont qu'un interlocuteur au Maroc, le notaire. Les experts atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour, chers auditeurs, pour cette dernière partie d'émission consacrée aux successions et aux successions internationales. Pour en parler, nous sommes avec notre invité, Maître Jad Boulachbal, notaire à Casablanca. Effectivement, nous étions en train d'aborder la question épineuse de la fiscalité à travers un certain nombre de cas de figure durant ces deux dernières parties d'émission. Il y a d'autres cas qui peuvent prêter à confusion, même qui peuvent avoir des conséquences assez dramatiques, il faut bien le dire, en ce qui concerne ces questions de succession et de succession internationale. Avant d'y venir, je voudrais simplement rappeler à ceux qui le souhaitent et qui auraient des questions à soumettre ici à l'antenne, vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Vous pouvez également nous écrire sur la page Facebook des Experts Atlantiques. Je me ferai comme d'habitude le relais de vos questionnements et de vos réflexions par ce biais, en commentaire ou en message privé. Alors j'y viens à la question des mariages. Il y a même, je le disais, des Marocains résidant à l'étranger qui n'ont pas eu la possibilité de faire de mariage ici même au Maroc, parce que je sais que c'est l'usage ou c'est la majorité des cas. Certains se sont mariés à l'étranger. Et par nécessité, lorsque effectivement on termine les études, lorsque on commence une vie professionnelle et qu'on décide parfois de rentrer au Maroc, nous ne faisons pas attention à mettre en conformité effectivement, j'allais dire, les actes adulaires ou plutôt l'exéquatur du mariage pour le rendre, j'allais dire, selon le point de vue ou la loi marocaine, j'allais dire le rendre officiel pour les autorités judiciaires marocaines. Et qui permettrait, en l'occurrence, peut-être à ce que, lorsqu'il y a des enfants, à ce qu'ils soient considérés comme étant les enfants de leurs parents, ce qui coule de source, mais ce qui n'est pas si évident que cela. Oui, alors là, vous mettez vraiment le doigt sur un point très, très particulier, et là encore, nous jouons un rôle d'information, parce qu'il faut bien comprendre une chose. Dès lors que l'un des époux est marocain musulman, pour que son mariage soit reconnu au Maroc, il faut que ce mariage ait un caractère religieux. Un mariage civil, et exclusivement civil, célébré entre deux Marocains qui résident à l'étranger, n'est pas reconnu au Maroc. Il doit donc se voir conférer la forme religieuse. Alors, dans certains consulats, il y a effectivement un service qui va conférer ce caractère religieux, et cela permettra que le mariage célébré dans un État soit retranscrit et productif d'effets au Maroc. Mais la condition de fond, c'est le caractère religieux de ce mariage. Deuxième chose, lorsque il s'agit d'un mariage mixte, il se peut que l'un des deux époux, initialement, ne soit pas musulman. Alors, lorsque cet époux potentiel n'est pas musulman et que c'est donc
le futur mari. Pour que le mariage soit reconnu au Maroc, il faut qu'il se convertisse. Pas de conversion, pas de mariage possible, pas de mariage reconnu au Maroc. Il peut se marier civilement avec une Marocaine en France. Le mariage produira effet en France, en Belgique, en Italie. Mais au Maroc, il ne produira pas effet. Et cela posera problème si C'est-à-dire demain... si la nationalité marocaine et que effectivement il a un patrimoine au Maroc, s'il vient à décéder et que ses enfants ne pourront pas revendiquer Alors, dans l'hypothèse ici de la conversion, il s'agirait plutôt d'un étranger qui épouse une Marocaine. Oui, Mais moi j'ai pris le... dans le cas que j'ai évoqué, maintenant, s'il s'agit effectivement d'un Marocain qui ne s'est pas marié religieusement à une Marocaine, ce mariage n'est pas reconnu. Ou à de une fait, étrangère. alors, s'il se marie à une étrangère, là encore, l'impératif religieux s'impose. Je répète, pour la reconnaissance au Maroc. Si vous n'avez aucun lien avec le Maroc, la question ne se pose pas. Mais si vous voulez que le mariage soit reconnu au Maroc, que la filiation soit reconnue au Maroc, il faut passer par la case mariage religieux. Pour les non-marocaines, non-musulmanes, la conversion ne s'impose pas. Mais le mariage doit rester religieux. Mais si elles ne se convertissent pas, nous l'avons dit tout à l'heure en début d'émission, elles n'ont pas de vocation successorale légale sur leur mari. Et même si elles viennent à Ne pas décéder, avoir de vocation successorale, en clair, ça veut dire qu'on n'hérite il n'y a pas. pas de succession. Et même pour les enfants qu'elle aurait eus, avec ce mari musulman, si elle vient à décéder, ses enfants ne peuvent pas hériter d'elle au Maroc, sauf si elle prend des dispositions testamentaires. Donc il faut comprendre que c'est des conséquences en cascade qui peuvent faire que des enfants n'héritent pas de leur mère si la mère n'a pas eu la présence d'esprit de faire un testament. Et elle ne l'aura pas si elle n'a pas l'information. Alors que si elle l'a, elle ira immédiatement faire un testament. J'ai annoncé cela à une cliente. Elle m'a harcelé pendant plusieurs jours après cette réunion pour venir signer le testament chez moi. Oui. Vous comprenez bien. C'est-à-dire que dès lors que l'on informe les gens, ils sont plus pressés que vous parce qu'ils savent que s'ils trépassent avant qu'ils aient établi le testament, les conséquences sont désastreuses. Donc il faut prendre ça en considération. Et comprendre aussi que lorsqu'il y a un mariage à cheval sur plusieurs États, ce mariage dans certains pays peut être reconnu et dans un autre ne pas l'être. Et Prenons un exemple. eh bien, un mariage civil entre deux Marocains en France, non retranscrit, n'ayant pas un caractère religieux, n'est pas reconnu au Maroc. Leur mariage ne vaut qu'à Paris, en France, vaut en Belgique, mais ne vaut pas au Maroc. Deuxième hypothèse, ces deux époux sont domiciliés en France. Ils font un contrat de mariage et optent pour la communauté réduite aux acquêts en France. Mais au niveau marocain, dès lors qu'ils feront reconnaître le mariage et qu'ils sont marocains musulmans, la séparation de biens s'appliquera au Maroc. Parce que le contrat de mariage passé entre des gens qui relèvent du code de la famille marocain chez un notaire étranger imposant un régime matrimonial distinct de ce que autorise le code de la famille n'est pas valide. Donc vous aurez des biens communs en France et vous aurez une séparation de biens stricte au Maroc, sauf si vous faites une convention matrimoniale. Et là, j'attire l'attention de tous les auditeurs, puisque les adouls ne le font pas lors de la célébration des mariages, alors qu'ils le devraient. Il est toujours possible de déroger à la séparation de biens. La question, Ah, est-ce que vous avez des il laisse la porte ouverte. Est-ce que vous avez des conditions particulières? Et là, vous êtes censé alors, il faut informer. Avoir pensé à ces questions-là, ce qui n'arrive, il faut bien le dire, quasiment jamais, parce que. Alors, il faut informer nos auditeurs qu'il est tout à fait possible, dans le cadre d'un mariage musulman, entre deux musulmans marocains, ou même un mariage mixte, dès lors qu'il est sous l'empire du code de la famille, de prévoir une convention matrimoniale avant, au moment ou après le mariage, qui attribue entre les biens acquis postérieurement au mariage, qui ne sont pas des donations, qui ne sont pas des successions, une quote-part respective et de créer une indivision afin de corriger parfois des inégalités de revenus entre les deux époux. C'est une option. Non, mais ça, ces choses-là sont dites avec beaucoup de précision en termes juridiques. Il faut vulgariser très simplement. C'était quand on se marie, il est possible pour des Marocains musulmans de décider dès effectivement l'acte de mariage que tous les biens ou toutes les possessions qui seront les nôtres pendant le mariage et pendant toute la durée de vie du mariage, on va les posséder en commun selon des quotes-parts, selon des proportions qu'on va définir en amont, c'est-à-dire moitié-moitié, 80-20, peu importe. C'est une possibilité, c'est ce que tu nous dis. Oui, Convention matrimoniale. Oui, alors voilà. En fait, effectivement, le régime de séparation de biens est le régime légal au Maroc. Et
déroge pas au principe même de la séparation de biens. Mais certains biens peuvent être acquis en indivision et pas en communauté, parce que le mot communauté a une dimension polémique, ça fait référence à la communauté d'acquêts française. Or, nous sommes sous l'empire du texte religieux et du code de la famille. Donc il y a une indivision, je ne veux pas bousculer cela. Ah oui, maintenant, cette d'accord. indivision, elle peut être inégalitaire ou égalitaire, elle peut porter sur certains biens, sur tous les biens acquis après. C'est quelque chose qui s'ajuste, et ce contrat peut être fait par les adoules, par le notaire, même sous seing privé, au moment du mariage ou après le mariage. C'est-à-dire qu'il y a une latitude conventionnelle extrêmement importante. Et là, je parle dans le cas de mariage mixte. Vous avez des mariages mixtes où la séparation de biens est le régime légal par défaut. La séparation de biens pure et simple. C'est-à-dire que la doule ne vous laisse même pas le choix. Mais si vous concluez une convention matrimoniale, par exemple, entre un Marocain musulman et une Française chrétienne, elle peut très bien aménager différemment l'attribution du patrimoine acquis après le mariage. Je répète que ça ne concerne pas les biens acquis avant, et ça ne concerne pas les biens dont on hérite ou les biens qui vous sont donnés. Donc c'est un patrimoine restreint aux acquets. Mais n'employez pas cette terminologie, puisque cette terminologie est une terminologie bien française, c'est une indivision sur certains biens. Oui, mais effectivement, les termes juridiques peuvent être distincts, mais lorsqu'il s'agit d'expliciter pour ceux qui nous écoutent, être dans l'indivision, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est-à-dire, lorsqu'il y a un terrain ou un appartement, on le possède tous les deux. Donc, dans l'usage commun, on peut dire en commun. Avec des parts égales ou inégalitaires. Voilà. Comme vous le souhaitez. Mais c'est bien la raison pour laquelle on dit bien que selon les proportions qu'on aura décidées, en souscrivant, ou plutôt en optant pour cette option, cette convention matrimoniale particulière. Et ce qui aura des incidences dans le cadre de la succession. Oui. Puisque avant de liquider la succession du défunt, on liquide le régime matrimonial. Et donc on attribue à l'époux survivant sa part qui résulte de la convention matrimoniale. Et la succession ne s'ouvre que sur le patrimoine qui appartient au défunt une fois qu'on a réglé le problème matrimonial. C'est très important, et la Moudawana a ouvert cette porte qui est très peu usitée par manque d'informations. D'accord. Ça, on essaie de faire œuvre utile. Donc, je reviens peut-être pour boucler la boucle, parce que je vois qu'il nous reste 5 minutes de temps d'antenne, peut-être le temps de prendre une question ou sur Facebook ou en direct, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80 en ce qui concerne un autre sujet, les successions internationales. Mais si je comprends bien, si les époux avaient opté pour cette convention matrimoniale telle que tu viens de l'énoncer, ou telle que tu viens d'énoncer ces conditions particulières et même d'usage, puisqu'il y avait cette possibilité au Maroc, c'est-à-dire la personne dont j'ai parlé en début d'émission, la veuve qui a perdu son mari, aurait pu tout simplement être en possession en grande partie de l'appartement dans lequel elle a vécu une quarantaine d'années. Complètement. Si effectivement, dès le départ, les choses étaient mises sur les bons rails. Mais surtout qu'elle aurait pu le faire même après coup. Après coup, puisqu'il n'y a pas de date pour faire cette convention. Donc à partir du moment où vous allez voir un expert, et je répète, dès lors que vous allez voir un expert, il peut vous suggérer des solutions dans le strict respect du droit applicable. Il n'y a aucune contrariété au droit musulman dans tout ce que j'évoque. Et je répète aussi que si vous n'êtes pas musulman, si vous n'êtes pas marocain, le régime matrimonial du couple est régi par la loi nationale de l'époux. C'est-à-dire que là encore, il peut y avoir un régime matrimonial en France ou en Italie pour le même couple et un autre régime matrimonial au Maroc. Donc tout ça nécessite que l'on sache sous quel empire on est. Dernier aspect qu'on va traiter dans cette émission, je le disais parce que le temps nous presse et nous manque. Alors, on a évoqué longuement le testament, le recours au testament, les possibilités qu'il offre, notamment, disons, de se garder la possibilité parfois de désigner des héritiers qui auraient pu ne pas avoir leur part de ce qu'on aurait souhaité leur transmettre. Il y a également la donation, et je voudrais non seulement qu'on distingue, mais ça effectivement on l'a fait dans plusieurs émissions, où je voudrais simplement qu'on explicite les cas où c'est peut-être plus intéressant d'opter en amont pour la donation en ce qui concerne le choix que l'on fait de la transmission de ses biens et de son patrimoine. Alors là encore, ça doit s'apprécier au cas par cas. La donation, c'est le fait de se déposséder de son vivant.
c'est un acte grave. Alors évidemment, c'est un contrat puisque vous avez un donateur, celui qui donne dans une intention libérale, et un donataire, celui qui reçoit et qui s'enrichit sans contrepartie. Oui. Mais pour celui qui donne, c'est une très lourde responsabilité parce qu'il perd la propriété de ce bien. Alors, dans certaines circonstances, on n'a pas de temps d'entrer dans les détails, certaines donations sont révocables, d'autres sont irrévocables, et donc parfois c'est une perte de propriété ponctuelle, pour d'autres c'est une perte de propriété définitive. Mais c'est le fait de ne plus avoir la propriété. Alors parfois on démembre la propriété, c'est-à-dire que le donateur conserve l'usufruit, il peut rester dans les murs jusqu'au Ce sont terme. les options Voilà. Mais que proposent le l'idée, plus souvent les notaires. oui, parce qu'en fait, on veut permettre à la personne de rester dans son logement, même si elle n'est plus propriétaire pleine, mais simplement usufruitière. Mais elle peut percevoir les loyers si elle loue le bien, mais simplement une fois que vous avez fait un démembrement, si vous vendez le bien avant le décès de l'un des deux, il faudra partager le prix de vente. Et plus vous êtes un usufruitier âgé, plus votre usufruit a une faible valeur. Donc ce qui signifie que si vous avez 75 ans, vous pouvez vendre une villa à 25 millions de dirhams, vous n'avez le droit qu'à 10%. Donc vous gardez 2,5 millions et l'autre garde les 22 500 000. D'accord. Donc, Mais est-ce qu'il ne faut pas la décision des deux pour la vente? Bien sûr que si, mais le problème c'est que l'attribution du prix, elle résulte de la valeur de ce que vous avez. Ah oui, ce que vous ne savez pas toujours. C'est un peu réfrigérant, parce que quand vous donnez ou après que vous vendez, vous pensez que vous avez conservé 50% ou la totalité du prix. Non, vous avez perdu l'essentiel de la propriété du bien et de la valeur vénale. Donc refusez de vendre si effectivement... Bien sûr, mais parfois vous avez un besoin urgent d'argent parce que tout le monde n'est pas multimillionnaire. Et quand il faut vendre le bien, savoir qu'en fait vos enfants vont demander et vont être très exigeants et très pointilleux sur le fait qu'ils ont droit à 90%, ça peut frustrer. Bon, voilà. Mais souvent quand on donne, on est plus déçu qu'avant d'avoir donné. Les gens sont plus sympathiques. Mais c'est une expérience que j'ai pu constater. Alors ça, c'est une chose. Mais plus près de la fin, tout ce qu'on possède, on transmettra nécessairement souvent à ses enfants. Mais l'idée, c'est effectivement aussi de déroger effectivement à la dévolution strictement légale. Et je répète que ça vaut pour les Marocains musulmans, mais ça vaut aussi pour les étrangers. Parce que par des donations, vous pouvez aussi favoriser une transmission hors voie successorale stricte. Voilà. C'était le mot de la fin. Si on terminait sur, j'allais dire, un classique, effectivement, que d'évoquer les distinctions entre les donations et les testaments. Parfois, le risque qui pèse sur les unes et moins sur disons, l'autre des opérations qu'on vient d'expliciter. On aura l'occasion d'y revenir plus en détail dans d'autres émissions. L'heure qui nous est impartie, la deuxième vient de s'écouler. Et c'est à nouveau le moment de l'information avec Khadija Jabir, qui est tout en blanc et tout sourire comme d'habitude pour nous délivrer les informations en langue arabe. On se retrouve demain pour une émission consacrée, vous le savez, les mercredis aux assurances. Mais je vous souhaite pour l'instant bon appétit, excellente écoute sur nos ondes sur Atlantique Radio. Bon appétit.